Alors ce soir, comme je le disais, on fait un retour dans le temps, plus spécifiquement dans le village de Terrebonne des années 1830. C'est une époque marquée par un contexte économique difficile sur un fond de crise sociale, de crise agricole et même de crise religieuse. Le système politique et économique favorise les intérêts de Londres au détriment du peuple canadien. C'est une injustice socio-économique qui va donner lieu à l'essor d'un mouvement patriotique fort actif à Terrebonne, mais aussi dans le Grand Montréal, et qui va culminer avec la rébellion des Patriotes. En parallèle, on assiste au premier balbutiement du système scolaire, encore très peu développé dans le Québec rural catholique. On y fera la rencontre d'un instituteur hors du commun qui œuvre activement dans ce beau petit monde. Je vous laisse donc découvrir François-Xavier Valable à travers la pièce de théâtre historique « Petite école, petit village, grande époque ». Bon spectacle tout le monde! Mais François-Xavier Valable, quel beau personnage quand même! Un érudit universel. Un journaliste éloquent. Un maître de classe accompli. Un poète. Ah non, la poésie, ça c'est plate. Mais là, commence pas. Mais c'est plate pareil. Un patriote. Un modéré tout de même. Oui. Et il était un ardent croyant. Bon, allons-y. Mais qu'est-ce que c'est à toi, ça, Marie? Oui, oui. Bon, D'accord. on part? Oui. Dis-moi, Robert, parmi tous ces écrits, lesquels te semblent les meilleurs à mettre en valeur? Moi, je pense que c'est parce que c'est des artefacts. 1000 pages de manuscrits. Ça, c'est inédit. Et par chance, c'était pas écrit en vieux français. Oui, mais une belle main d'écriture en tous les cas. Mais, je répète, qu'est-ce qui t'apparaît le plus pertinent pour notre théâtre historique? J'essaie ici. Alors, regarde bien, Marie. Moi, c'est... attends, je vais te le trouver. Description de Saint-Eustache. 2 jours après les événements. Marie, moi, ça m'a passionné. Moi, c'est simple, là. Ça m'a chaviré. C'est certain qu'on va la monter en scène. Absolument. Mais j'ai retenu aussi beaucoup de matières intéressantes, comme la société tempérance, les processions, ses actions comme maître d'école, maître chantre, les descriptions des gens qu'il côtoyait. Oh, comme le coq. Mais il y a aussi les épidémies de choléra, la visite de Louis-Joseph Papineau à son école et évidemment, ces nombreux textes qui ont paru dans le journal La Minerve. Oui, et surtout la cause de l'éducation et de la formation des maîtres, pour lesquels il fut membre fondateur de l'Association des instituteurs laïcs du Québec et écrivit son fameux guide de l'enseignement. Bon, on a de la matière. Beaucoup de matière, Marie. Par quoi commence-t-on? Tu me connais, Marie. Il faut quand même mettre notre public en appétit avec un thème le plus léger possible. Ah oui, je connais ta fantaisie. Mais, Robert, dans le respect de l'histoire quand même. Ne t'en fais pas, ça va être fait, Marie. Remplis-moi ça, on a un charivari à soir! C'est pour qui ton charivari? Ben voyons, le Louis qui a marié la veuve Joseph! 30 ans de différence! Laissez les gars tranquilles. Avec 8 enfants à la maison, avoir un mari vigoureux et en bonne santé, ça peut juste y aider. C'est pas comme d'autres. Qu'est-ce que tu veux dire, toi, la femme, là? Il y en a qui sont en bonne santé puis qui viennent dépenser leur argent en boisson pendant que les familles sont dans le besoin. Oh, tu sauras qu'on en a besoin pour traverser toute notre misère. Oh! Puis vos femmes, ils en ont pas de misère à s'occuper de la maison puis de la marmaille. Vous arrivez tard chez vous, vous sentez la boisson à plein nez puis vous les obligez à faire leur devoir de femme. Oui, mais les femmes, c'est fait pour ça. Ouais. Puis on porte vos enfants, on les élève dans la religion puis la décence, puis vous arrivez à la maison bien sous.
C'est pas l'exemple à donner aux enfants, ça! Un autre qui est pour la société de tempérance. Vous autres, les femmes, vous avez pas d'âme. Vous êtes juste des créatures. Les femmes ont pas d'âme! Ben, nous autres, on a du cœur à l'ouvrage! Puis je te rappelle que t'es né du corps d'une femme! Ben voyons, Hermione, là. En tout cas, la société de tempérance, là, ça fera pas des enfants forts. Il en restait pas gros dans la salle après les explications. Moi, là, je suis bien plus pour la confrérie de la gourde. Quand arriva de l'autre côté, 3 vignerons que j'ai rencontrés. 3 vignerons travaillant sur la terre, coupant la vigne à 6 pouces de la terre. Coupeur de puits, coupeur de bois, coupez tout ce qu'il y a autour de moi. N'y coupez pas le secret de ma terre qui fait briller le fond de ma bouteille. Prenons un coup, prenons un deux, à la santé de ces amoureux. À la santé de ce que mon cœur aime. Amis, buvons, caressons la bouteille. Madame, messieurs. J'ai reçu votre journal, monsieur Valade. Ah, merci. Je vous lis. Aujourd'hui, 15 janvier 1832, prend naissance à Terrebonne une institution relative aux bonnes mœurs, à l'intérêt individuel, à l'avantage d'une paroisse, d'un comté. Je dis plus, à la prospérité même d'un État. Une société de tempérance. Le désir de faire du bien, comme aussi une curiosité fort naturelle, attire une foule assez considérable de personnes de tout âge, de toutes conditions à l'Assemblée, que l'on convoque à cette fin. D'abord, on lit les règlements fondamentaux de la société, d'après lesquels l'on admettait l'usage d'aucune liqueur distillée, le vin seul et la bière moins nuisible au moral comme au physique y étaient tolérés. Les membres sont tenus non seulement de s'abstenir de boissons ardentes, mais de n'en offrir à quiconque que ce soit, et pour aucun motif quelconque. L'on ne doit considérer les liqueurs fermentées, sauf le vin et la bière, que comme remède, et plus davantage comme aiguillon de l'appétit, encore moins comme complément obligé de la politesse et du savoir-vivre. La sévérité de ces règlements fut saluée par nombre d'assistances. Tous admirent sans doute le bien qui en résultera, mais c'est toujours quand il s'agit d'une œuvre d'abnégation et de sacrifice. Le motto du poète. Miroe equidam sid non invideo. Ah, c'est bien beau ça, M. Valade, mais qu'est-ce qui arrive quand mon frère de Saint-Roch-Lachigan, il vient chez nous en plein hiver? Ouais, c'est vrai ça. C'est pas tellement poli de rien lui offrir à boire. Il est certaines liqueurs dont l'usage, surtout immodéré, mine sourdement le tempérament des plus robustes. Madame, messieurs, puisse la société dont je m'estime heureux de faire partie grandir et de se propager d'âge en âge pour le bien moral et même matériel, je vous salue. Ah, ma chère épouse, tu as dû croiser le notaire Séguin. Il vient tout juste d'inscrire son garçon. Attends, dans mon registre, j'ai 34, 35, 36 élèves. Mais quel labeur, mon mari! Et de la première à la 7e année! Oh, mais quelle discipline devras-tu exercer? Rassure-toi, Effie, je donne des défis et des responsabilités aux plus turbulents. Comme par exemple s'occuper des plus jeunes.
distribuer des livres, lire une histoire, allumer le poêle, et l'entretenir. Ah, et j'équilibre également pratique et théorie. Et aussi habiller les petits. Je savais que tu réussirais, François-Xavier. Et tu sais, tu peux toujours compter sur moi. Je peux venir t'aider parfois en classe. Et je l'apprécie grandement, ma bonne fille. Tout comme tu remercies le bon curé Saint-Germain dans tes prières. Ah, dommage qu'il ait dû nous quitter. C'était plus qu'un bon pasteur. C'était un ami, un frère. D'ailleurs, comme disait Victor Hugo, je sais mieux ce qu'un ami m'enseigne. Voilait près d'un tableau, sans dégoût, sans ennui. Corrigé l'un par l'autre, et l'un par l'autre instruit. Bon, voyons si j'ai tout mon matériel. Tu veux que je t'aide? Bien volontiers. Alors ici, les exercices de français lecture, écriture, composition, les mathématiques. Oui, j'ai ça ici, calcul, problème, exercice. D'accord. Ici, histoire sainte, catéchisme, et ici, géographie. Mais n'oublions pas les sciences, toi qui en es si féru. Il y a quelqu'un qui arrive. Entrez. Hey, bonjour, monsieur Madame. Madame? C'est votre galon d'âme. Avec l'air fin et prête à recevoir. Ça va être vos élèves? Oui. Excusez-moi. Je suis en train de tout défaire votre belle rangée de pépites. Ça, c'est correct. Il paraît qu'ils vont être occupés. Oui, et j'en suis bien honoré. Ben, je comprends. Hey, il y a un petit gars à la porte. Il m'a l'air bien gêné de rentrer. Tu veux que j'aille voir, François-Xavier? Oui, oui, bien sûr. Entre, mon garçon. Qu'est-ce qui t'amène? Je voudrais aller à l'école, moi aussi. Je sais déjà mes lettres et compter jusqu'à 100. Et comment as-tu appris tout cela? C'est ma maman qui m'a montré. Elle était une maîtresse d'école avant. Oh, viens, j'irai voir tes parents. Comment t'appelles-tu, mon garçon? Georges-Aimé Forgette, monsieur Valade. Merci, merci. C'est donc bien beau, ça, François-Xavier. Peut-être un autre élève dans ta classe. Au fait, il paraît que les deux gars de Toussaint-Limoges, ils sont inscrits. Effectivement, M. Fortin. Et c'est bien que les enfants de la paroisse soient éduqués pour la prospérité et l'avenir de Terrebonne. Mon mari formera de bons citoyens et de bons chrétiens. C'est que l'éducation est un bien commun et doit être accessible à tous. C'est bien. On en est bien fiers. Vous êtes un exemple pour tous nos enfants. Bon, ben là, moi, je vais aller continuer mon travail. Fait que, ben, bonne journée. Bonne journée, M. Fortin. Voyez. Oh, 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 oh. Un chat noir, ça c'est pas de bon augure, hein? Seulement pour ceux qui y croient, M. Fortin. Ce charbon, il adore vagabonder partout dans le village. Charbon, ben, il boit. Enfin chez nous. Ah oui, enfin chez nous. J'ai vos livres, M. Valade. Bonjour, M. Fortin. Mais tout le monde, toutes les dames de la maison, ça va bien? Ah, Oui. Ah, mes livres. mon petit chat! Vous allez bien, M. Fortin? Ah, je vais bien en tout, c'est juste l'ivoire de chat, là, le charbon. Bon, ben, envoyez. Envoyez-le. Merci, cher voisin.
Martial. On va y arriver. Vous êtes bien dadons, mes bonnes voisines. Hey, y a pas de problème, on est assez contents de s'être débarrassés du vieux grincheux. Bon débarras. Mon Lamartine, oh, mon poète préféré. Écoutez cela, mesdames. Ô père, qu'adore mon père, toi qu'on ne nomme qu'à genoux, toi dont le nom terrible et doux fait courber le front de ma mère. C'est donc beau, monsieur Valade. Puis comment ça finit? Et que ma voix s'élève à toi, comme cette douce fumée, que balance l'urne embaumée dans la main d'enfants comme moi. C'est donc beau! Vous avez lu tout ça, monsieur Valade? Bien entendu, mais ici il n'y en a qu'une petite partie. J'en ai beaucoup d'autres dans ma classe. Oh ben! Madame l'éveillée, qu'est-ce que vous avez dans votre carreau? Un garçon? Y a-tu tous ces morceaux? Mais comment c'est que vous l'appelez? Adéonda? Oh, Betty Jésus Plage! Ma grand-mère maternelle s'appelait Adéondine, puis elle avait tous ses esprits. Oh, mais ça va nous faire un bonhomme pour le village. Il y a un autre élève pour mon mari. Bon, ben, il nous reste d'ouvrage, nous autres, là. Arvoyeux! Envoyez. Envoyez-le, m'en éveiller. On va aller voir votre stage. Il y a un beau garçon. Chacun fait son nid. Pastourelle, coule, coule, pastourelle, coule, coule, chacun fait son nid. Regarde, François-Xavier, les beaux rideaux que j'ai cousus. Oh! Très beau, en effet. Tu as des doigts de fée, ma douce. Ben voyons, mon mari. Aide-moi à l'accrocher, là. Laisse faire. Monsieur Malade! Monsieur Malade! C'est le gars! Ben oui, c'est le cas du bois. La mémère du village. Mets-moi ça. Qu'est-ce qui vous amène, monsieur Dubois? C'est Martin qui m'envoie. Vous avez oublié une caisse de livres. J'étais un peu pressé, là. Je vous la laisse sur la galerie. D'accord, merci bien. Monsieur Dubois. Dubois, Monsieur Dubois, avec une caisse. Il s'est même lié, il écrit. Mais c'est comme qu'ils disent, en 36 métiers, 36 misères. En tout cas, il est bien bon pour Néliade des Charles-Darry. Vous le savez tous, vous autres, hein? Mon Louis et moi, là, on a 30 ans de différence. Ben, quand on s'est mariés, le coq a ameuté tous les hommes du village pour nous faire un charivari. Hey! 3 jours de tapage, 3 nuits à pas dormir. C'est bien simple, il a fallu payer pour avoir la 5 paix. Oh, je m'en souviens, ma pauvre Josette. Mon mari voulait y aller. J'ai dit, toi, allume-toi une pipe, puis assieds-toi au ras du toit. Voyons, qu'est-ce qui se passe dehors? Hey, c'est Garceau qui arrive en courant.
On va lui demander qu'est-ce qu'il y a. Hey, garçon! Qu'est-ce qui se passe dans le village le matin? Où c'est qu'ils s'en vont toutes? La seigneurie était du sujet un certain monsieur Masson. On va checker ça. Oh, mais là, il y a tombé de la poussière! Ça n'a pas de bon sens, va falloir recommencer. Je vais faire ma fin. François-Xavier, le connais-tu, toi, monsieur Masson? Oui, j'en ai entendu parler. C'est un homme prospère de Montréal. On dit même qu'il serait millionnaire. Même qu'il serait le premier millionnaire canadien-français. Ben, ça va être bon pour la ville de Terrebonne. Ça va faire travailler les gens, ce Terrebonne aussi. Ouais, ben, parlant de travailler, là, moi, je pense qu'on a assez frotté. Oh, Ben oui, ben oui. On va y aller, nous autres. Allez-y, Ouais. mes bonnes amies. C'est déjà un bon coup de main que vous nous avez donné là, hein? Oui. Mon mari et moi, là, on est bien reconnaissants. Ben, On a eu bien de l'agrément. Envoyez-le! Envoyez-le. Joseph Masson acquiert la seigneurie de Terrebonne et établissant au fil des années des industries. Tandis que sa femme, Sophie, perpétua son œuvre après son décès, contribuant ainsi à la prospérité de Terrebonne. 1832 fut donc une année faste, et pour Terrebonne, et pour François-Xavier Valade, qui acquit sa petite maison au mois de mai de la même année. Ah, justement, à ce propos, relis-nous l'extrait qu'on a choisi de Valade quand il fait la description si prosaïque de sa maison. Ah oui, Ouais. eh ben, bonne idée. Est-ce que j'ai ça ici? Oui, oui, oui. Ah, mais avant, là, j'aimerais te dire où est-ce qu'elle était située. C'était rue Sainte-Marie, au pied de la côte, juste en face de l'actuel journal La Revue. Voyons voir cet extrait des manuscrits. Une jolie petite propriété, mes choix. Ce n'est point le Louvre du Grand Saint-Louis, ni le palais de Saint-James, ni pourtant la cellule de Socrate. C'est un logement qui me convient. Un cube de 24 pieds, rehaussé d'un couvercle à angle obtus. Une cave à la trappe de 3 pieds de profondeur, qui n'a nul besoin pour être fraîche des perles de la rosée. 2 tubes en pierre cimentée conduits de la superfluité du calorique. Quand même. Quand même. Un quadruple d'appartement, son salon avec sofa indien, ni réfectoire en cuisine, chambrette de compagnie, alcôve à la turque, grenier sans mansarde. Tel est mon séjour, le rendez-vous chéri de mes dieux, le foyer de mes plus douces jouissances, ma femme et mon enfant. J'ai fait des photocopies. Si tu veux, on la lit, puis on corrigera si nécessaire. Oui, mais il faut absolument souligner l'implication politique de M. Valade. Bien sûr. Il était quand même le secrétaire des Patriotes du comté de Terrebonne. Il relatait les débats dans le journal La Minerve et écrivait de longs articles promouvant les idées patriotiques. Et, bien sûr, il s'est impliqué depuis le début de l'année 1830. Il est du côté de Louis-Joseph Papineau, celui qui l'a visité à son époque. Il est pour la démocratie et pour que le mérite du peuple canadien lui soit reconnu. D'ailleurs, comme le souligne Richard Lagrange dans son bouquin, Il espère toutefois que les différends se règlent dans le cadre du système parlementaire anglais dont il admire le fonctionnement, en autant qu'il soit juste. Résumons. Les patriotes revendiquent l'établissement d'institutions démocratiques. et l'abolition des seigneuries. C'est l'un des principaux enjeux régionaux qui devint même l'une des composantes de la grande lutte nationale. Valade écrit fort justement à ce propos, dans le livre de Richard, que de criantes partialités dans la concession des terres de la couronne,
un Canadien exprime-t-il le désir de se coloniser, il essuie un refus. Ces terres, lui répond-on, sont destinées à l'établissement des émigrés du Royaume-Uni. À nous, la terre et la liberté. Le ton était donné. En chambre d'assemblée, on remettait en question la conception même du statut de la colonie et de la société. Et en son sein du rôle des seigneurs et du gouvernement. 92 résolutions furent adoptées en 1834 en présence d'individus importants à l'échelle locale, régionale et nationale. Tous les éléments étaient rassemblés pour la mise en place d'institutions démocratiques. Ces mesures étaient perçues comme révolutionnaires, évidemment par les partisans locaux du gouvernement et par les loyaux. Elles suscitèrent l'inquiétude et l'hostilité des conseillers législatifs et des élites aristocratiques locales. S'ensuivirent de nombreuses assemblées publiques dans lesquelles on retrouvait notamment le notaire François-Hyacinthe Séguin et le conseiller législatif Roderick Mackenzie. Ainsi que leurs opposants, l'instituteur Valade et François Poiteux, le marchand, en tant que ténor des patriotes locaux. Sans oublier le clergé qui conservait sa position en faveur de l'ordre établi promulgué par les évêques. Si une autorité est abusive, il y a chez le peuple un droit sacré que donne la Constitution, celle de se plaindre et de demander le redressement des griefs. Des griefs, dites-vous? Ce ne sont que des usurpations. C'est pas ça du tout. Des griefs, dites-vous? On entend ces prétentions absurdes que la Chambre d'Assemblée se plaît à étaler depuis des années, justement sous le titre de griefs. Mais je les désavoue. Ce ne sont que des usurpations qui ne tentent à rompre l'équilibre si nécessaire à notre Constitution. Monsieur Séguin, encore faut-il que la liberté soit, selon une définition tout à fait logique, le droit de faire tout ce qui est conforme à l'équité. Vos résolutions, dites-vous, sont nécessitées par le désir bien naturel de vivre en liberté. Mais alors donc, on se rapprocherait probablement plus du vrai en ordonnant pour cause les démangeaisons qu'ont certains esprits, remuant de s'emparer du pouvoir pour supplanter ceux qui en sont revêtus légitimement. La liberté est un bienfait qui nous fait aimer un gouvernement constitué par le peuple, pour le peuple. Ouais! Où les pouvoirs sont restreints, certes, et où se situe le juste milieu entre le souverain et le peuple. Mes amis, les rois tiennent leur pouvoir du ciel et règnent par la grâce de Dieu. Le peuple n'est pas ignorant. Il sait bien que ceux qui gouvernent tiennent leur mission de sa volonté suprême. Si le peuple joue de malheur, s'il doit dormir dans les chaînes, son réveil pourrait être alors celui du lion. Mais alors, votre parti, selon l'expression de Voltaire, ne sera satisfait qu'après avoir étranglé le dernier roi avec les boyaux du dernier prêtre. Messieurs, je vous en prie, un peu de modération. Sachez contrôler vos envolées. Les boyaux du dernier prêtre. Voyons, absurde. Le peuple a déjà fait entendre au Parlement de la métropole, par de fortes mais respectueuses représentations de son état de choses, incompatible avec une constitution anglaise. Mais le gouvernement refuse de se prêter aux demandes d'extraction croissantes de la Chambre d'Assemblée. En Angleterre, comme ailleurs, on s'intéresse à supporter la majorité du trône, parce que la gloire qui en découle est partagée dans la nation dans laquelle elle se place. En Angleterre, comme ailleurs, dites-vous? Pas ici, pas chez nous. Voilà. Qu'est-ce que je réponds à un argument aussi insultant? Comme un patriote. Comme le dit un vieil adage, rien n'est si beau que son pays, et de le chanter c'est l'usage,
Le mien, je chante à mes amis. Le mien, je chante à mes amis. L'étranger voit avec un œil d'envie de Saint-Laurent le majestueux cours. À son aspect, le Canadien s'écrie: Ô Canada, mon pays, mes amours. Ô Canada, mon pays, mes amours. Ô mon pays de la nature, vraiment tu fus l'enfant chéri. Mais l'étranger souvent parjure, en ton sein le trouble a nourri. En ton sein le trouble a nourri. Puis enfants, tous tes enfants se joindre, et valeureux voler à ton secours. Car le beau jour déjà commence à poindre. Ô Canada, mon pays, mes amours. Ô Canada, mon pays, mes amours. L'Angleterre doit comprendre qu'une obligation sacrée lui incombe, celle de respecter, protéger les droits justement garantis du peuple. Devons-nous aller jusqu'à l'affrontement pour vous faire comprendre? Je crois, messieurs, que le temps des discussions est passé. Mais avez-vous seulement pensé 1 minute aux horreurs d'une guerre civile? Vous êtes-vous imaginé des ruisseaux de sang inondant nos rues de campagne? Et combien d'innocents seront victimes de cette série de malheurs? N'écoutez plus ces personnes perfides qui vous poussent à la révolte et qui montent la tête à vous, les citoyens! Et qui vous invitent à toute cette boucherie sanglante! Je n'obéirai ni aux prêtres, ni aux évêques, ni au roi. J'aime mieux que mon coup parte sur un billon plutôt que d'obéir. Messieurs, je vous appelle au calme. Le traité de 1763 n'a point imposé aux Canadiens une honteuse captivité. La Constitution de 91 nous assure au reste nos droits, nos privilèges et notre franchise élective. Nous pouvons débuter. Aujourd'hui, j'aimerais t'introduire aux grands auteurs qui ont su traverser l'histoire et qui continueront de le faire encore longtemps, je te l'assure. Pourquoi donc, M. Ballard? Parce qu'ils sont intemporels. Aujourd'hui, tu peux lire leurs œuvres et tu te reconnais dans l'un ou l'autre des personnages ou dans les événements qui traversent leur vie et qui ressemblent à la tienne qui... Tiens donc, je n'attendais personne. Un instant, je réponds. Lis ceci, Anna. Oh, bonjour. Entrez donc. Un instant, je vous prie. Émile, veux-tu cesser de tirer les nattes de la petite Marie? Les enfants, partez maintenant. Allez faire vos devoirs. Toutes mes excuses. Et à qui ai-je l'honneur, madame? Mademoiselle, Monsieur Ballard. Oh, pardon. Je suis l'institutrice de l'école du village de Lachenay, Angélique Maisonneuve. Eh bien, enchantée, mademoiselle Maisonneuve. Quel bon vent vous avez? Je viens chercher conseil auprès de vous parce que j'éprouve bien des difficultés. La discipline est difficile à obtenir. Les grands surtout me causent des problèmes. Et j'ai aussi 2 élèves qui mériteraient plus d'attention parce qu'ils me semblent prometteurs, mais je ne sais plus comment faire, M. Ballard. Mademoiselle Maisonneuve, je vous entends et vous comprends bien.
Mais prenons les choses une à une. Premièrement, vos meilleurs élèves. Vous voyez celui-ci? Eh bien, obtenez qu'il reste après la classe afin de parfaire les matières que vous enseignez. C'est une excellente idée. Oui. Je vais tâcher de convaincre leurs parents. Mais pour la discipline, M. Valade, devrais-je utiliser le bâton pour qu'il m'écoute? Surtout pas, mademoiselle Maisonneuve. Ce sont là des méthodes que je réprouve. Et j'en ai pour preuve le sort que les parents ont réservé au professeur Milton de l'Académie, le professeur à la grande table. Qu'est-il arrivé? On l'a forcé à démissionner après avoir découvert qu'il encarcanait des élèves à un pilori qu'il avait fait construire à ses frais. Et même flagellé à la peau nue un enfant de bonne famille. Un citoyen a détruit son pilori à coups de hache. Oui, entrez. Bonjour, M. Valade, puis toutes les dames de la... Oh, bonjour, mademoiselle. Les petits gars. Bon, concert! Êtes-vous prêts à prendre les armes? Pas rapport aux choses, là. Pas rapport. Puis toi, Fortin, tu es prête à donner ta vie pour ton pays? Malade, on prend les armes. Bien, on s'en va à Rivière-du-Chêne. On a passé la nuit à préparer nos armes. Les bureaucrates, on va les écraser! Valade, je te somme de déclarer. Je suis un patriote, Bouc. Je suis dévoué à mon Prends pays. les armes! Je suis dévoué à mon pays, mais je me joindrai à toute assemblée qui demandera le redressement des griefs. Mais jamais je ne me joindrai à une révolution insensée. Espèce de lâche. Toi qui as reçu Papineau dans ton école, honte à toi! Je suis fidèle à la patrie et au gouvernement. Toi et les forcenés, vous nous conduirez à une véritable boucherie, et même à la ruine de nos droits. Maudit traître! Charles-Guillaume Bouc! Qu'est-ce que t'as fait là? C'est la honte de toute la famille! De tous les Boucs! Là, tu vas me ranger ça dans ton fourreau, là! Viens-t'en! Puis vous autres et tout! Je vais tuer tous ceux qui ne veulent pas tuer l'anglais! Un vrai matamor, ce Charles-Guillaume! Et d'ailleurs, Valade dit de lui, écoute ceci, mec. Il arrivait des pays d'en haut et en avait pris les galantes manières. Celui-ci était devenu la terreur du village, frappant à droite et à gauche tout ce qui n'était pas fanatique, patriote, armé jusqu'aux dents. Mais il faut dire que la veille, Oui. 3 hommes avaient ameuté le village, disant que des bureaucrates partaient de Sainte-Rose, s'en venaient vers Terrebonne pour piller, incendier, voler le bétail, violer les femmes. Ça me rappelle une anecdote. Je sais pas si tu te souviens, à un moment donné, on fait une prestation patriotique devant la maison Perra-Belle-Île. Et là, notre comédien arrive essoufflé en disant « Sauvez-vous! Sauvez-vous! Les bureaucrates arrivent! »
Ils vont piller, ils vont incendier, ils vont voler les femmes puis violer les vaches. Je me souviens. C'était drôle. Mais ça devait être une fausse rumeur, finalement. Robert, on doit absolument parler de Saint-Eustache et des suites de l'attaque. Oui, mais auparavant, il faudrait camper notre public dans le décor avec des déclarations des curés et des prélats de l'Église. J'ai d'ailleurs la lettre du curé Porlier de Terrebonne qui a envoyé à son évêque. Terrebonne, le 30 septembre 1837, Monseigneur Lartigue, évêque de Montréal. Éminence, mes paroissiens paraissent assez bien disposés. Je les exhorte à cela. Dans le cas où quelques-uns voudraient suivre absolument les rebelles, je vous prie de me dire la conduite à suivre à leur égard au cas de mort. Il m'a répondu, Monsieur le curé, ceux de vos paroissiens qui auraient le malheur de mourir les armes à la main contre le gouvernement ne pourraient être inhumés dans le lieu saint, ni avoir de service. Est-ce assez clair? J'ai lu dans l'ouvrage « À nous la terre et la liberté » de Richard Lagrange que le curé de Terrebonne a été suivi par le curé, le zélé curé Poirier de Sainte-Anne-des-Plaines pour faire prêter serment d'allégeance. Il a même menacé ses ouailles des feux de l'enfer s'il mourait au combat. Ah, une damnation, l'une des pires à cette époque. Et justement, comme l'a souligné Richard, cette peur eut-elle des effets à Saint-Eustache? Le son du clairon nous appelle, pour la patrie il faut marcher. Mais voyez-vous, C'est un ben trop loin, je vois rien. on n'aurait jamais dû venir ici. Personne. C'est comme du monde. Là-bas, il y a un soldat qui allume son brûlot! Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? On t'a venu en reconnaissance! Mais oui, trop tard, là, défendez-vous! À droite, il y en a un! Les animaux! Les animaux! Viens, ma femme, dépêche-toi, ma femme! Penses-tu que c'est fini? Ben, ça m'a l'air tranquille, en tout cas. Quel massacre. Il me faut en témoigner dans mon journal. J'ai vu de mes yeux et touché de mes mains les mots, je ne cite ici à regret. J'ai vu beaucoup de désolation à Saint-Eustache. Ma vue s'est troublée et mon cœur
c'est rempli de douleur. Je crus prudent de ne visiter Saint-Eustache que le surlendemain du désastre. J'entrai au village sur lequel régnait encore une atmosphère de feu et que couvrait un voile de sang. Des corps de Canadiens volontaires faisaient patrouille dans les rues. Des femmes éplorées, des enfants sanglotants, des jeunes filles désolées. Des vieillards décrépits encombraient les chemins. Une foule d'étranges silencieux errants, çà et là, et parmi ceux-ci, faut-il le dire, il s'en est trouvé d'assez osés pour fouiller les décombres des maisons privées et enlever ce qui avait pu échapper pour faire au sang. L'on avait dépouillé jusqu'aux froids cadavres qui gisaient sur la glace, dans les rues et sur la place publique. Leur nudité absolue était un objet d'horreur. Qu'ai-je vu encore? Une église qui naguère faisait l'ornement du comté, réduite en cendres encore rouges, qu'il était imprudent de fouler. Ça et là, des morceaux d'ossements humains calcinés ou pulvérisés, quelques parties du corps carbonisé de ceux de nos infortunés compatriotes brûlés dans l'incendie de l'église. Sur la place, un cadavre entier est déjà entamé par des pourceaux attirés par l'odeur de chair rôtie. Dans le cimetière et sur une ligne parallèle à l'église, 30 à 40 corps ensanglantés. Les uns avaient le crâne fracturé et la cervelle découverte. D'autres, la poitrine criblée de balles. Plusieurs demi-brûlés et fumant encore. Ceux-ci, sans bras ni jambes, ne présentaient qu'un tronc affreux d'où s'exhalait une odeur fétide. Sur la glace, un homme nu, gelé et la poitrine percée. Ailleurs, des cadavres baignant dans leur sang coulé à longue trace. Les malheureux avaient cru pouvoir fuir. Les balles ennemies les avaient atteints. Tous avaient péri après une lutte désespérée contre le fer et contre le froid. La neige était rouge de leur sang. Et au milieu de l'après-midi désolant, encore inouï dans le pays, les pleurs, les cris, les hurlements des épouses, des enfants, des mères qui cherchaient les corps de ceux qui avaient été naguère leur seul soutien et que la mort plongeait dans les angoisses d'une vie toute de misère. Je vis plus d'un vieillard septuagénaire s'arracher les quelques cheveux blancs disséminés sur leur front, suintant l'amertume de la douleur. Oublierai-je le spectacle que me présentait la froide dépouille d'un brave Canadien dont le père de famille, mort aussi, victime de son excès de confiance dans le gain d'une cause ingrate? Le docteur Chénier était gisant sur les dalles d'une petite auberge. De toutes les folles espérances dont cet infortuné patriote se livrait, il ne restait pour sa famille qu'un avenir sans espoir, et pour lui-même une mort sans nom. Après d'abondantes larmes versées sur le sort de tant de mes chers compatriotes sacrifiés à Saint-Denis, à Saint-Charles et à Saint-Eustache, je revenais chez moi, sombre et désolé, lorsque je vis revenir du Grand Brûlé les 2000 et quelques cents soldats et volontaires partis la veille pour soumettre ceux d'entre nos Canadiens qui s'étaient enrôlés dans l'insurrection. Je dois dire qu'à l'arrivée des troupes à Saint-Benoît, presque toutes les maisons avaient une espèce de petit drapeau blanc suspendu à leur porte pour attester des intentions paisibles des habitants. De plus, une troupe d'hommes vinrent se rendre sans aucune condition. Cependant, l'armée s'empara du village et s'y retira. Les maisons furent pillées au départ des troupes. Le lendemain matin, les maisons et l'église étaient en flammes, de sorte que les deux florissants villages de Saint-Eustache et de Saint-Benoît ne présentent guère aujourd'hui
qu'un monceau de ruines fumant. Je quittai le village, le cœur brisé, méditant sur les suites funestes et irréparables d'une insurrection. Puissent des jours aussi néfastes ne jamais reparaître dans les annales de notre belle histoire du Canada. Eh bien, chers frères, nous sommes ici réunis pour porter en terre ces âmes que le ciel a rappelées. Nous sommes affligés de la perte de 3 Ottawassiens, dont 2 jeunes gens. Par la grâce de Dieu, ayant reçu le sacrement du baptême, que vos cœurs lourds sachent cependant qu'ils sont déjà au paradis, auprès de Dieu. Il vous consolera de ce terrible malheur. Je bénis Ephrem, 1 an, fils de Pascal Étier. Je bénis Marie-Louise, 3 ans, fils de Narcisse et Philomène Brière, ainsi que Gédéon Lompré, 29 ans, dont l'épouse Angénie a déjà encouru la perte de 3 de ses 7 enfants. Requiescat in pace, qu'il repose en paix. In nomine Patris. Terrebonne a eu à déplorer de nombreuses victimes pendant 2 ans, et des victimes de tous les âges. D'ailleurs, il faut que je te lise quelque chose que j'ai trouvé dans les manuscrits. Dans cette universelle et profonde douleur,
l'âme s'appesantit avec une rigueur toute particulière sur la famille de M. Toussaint Limoges, frappé du choléra. Il meurt après 12 heures de maladie. Il m'a été donné d'assister à ses derniers moments, et, tant faible que j'étais sous l'influence d'une épidémie désastreuse, je pus l'assister dans sa délirante agonie. Je fus l'un de ceux qui reçurent son dernier soupir. La frayeur que j'éprouvais à la vue de son corps, déjà décomposé, me glaçait le sang dans les veines. Je commençais à l'ensevelir, mais je ne pus terminer. Fallait-il que les gens soient faits forts? Et après quoi s'accrocher? Indéniablement la religion, Marie. D'autant si on s'en réfère aux manuscrits de Valade qui fourmillent de descriptions de somptueuses processions et cérémonies. Ces 40 heures. Vous avez sauvé notre paroisse de ce fléau et nous tous, paroissiens de Terrebonne, nous prosternons devant vos bienfaits et votre magnanimité. Il est dans l'ordre social, comme dans le monde physique des événements heureux qui portent en eux-mêmes l'empreinte du plaisir. Cette joie devient toute sentimentale et sublime lorsqu'elle est basée sur la religion dont l'objet et la fin sont essentiellement le bonheur du peuple et la prospérité des paroissiens. Oui, les 40 heures de Terrebonne ont présenté une sublime louange que la piété seule peut créer et renouveler. Je ne parlerai ici ni de la richesse des ornements, ni de l'illumination, ni de la décoration des autels, ni des jeux de l'orgue dont les sons cadencés et mariés avec les voix mélodieuses d'un chœur de jeunes enfants, formaient 1000 accords. Ces objets n'étaient que folle ombre au sublime tableau. Il me suffit de dire que les larmes tombaient à flot. L'expression n'est ni outrée, ni hyperbolique. Les larmes qui coulaient en abondance des yeux de tous les assistants frappaient le cœur, l'inondaient de ces sensations exquises, de cette espèce de mélancolie, d'un sentiment indicible que la religion seule peut créer. Qu'il fût sublime et solennel Te Deum. L'intensité quasi mystique de Valade et des paroissiens après avoir subi tant d'épreuves, la perte de nombreux parents, amis,
enfants et relations suite aux épidémies de choléra des années 30, puis la rébellion, suivie de lois iniques, la mort de patriotes, la déportation de nombreux concitoyens. Sans compter que leurs familles ont été spoliées de tous leurs biens, les laissant dans la misère et sous le contrôle des loyaux. Sais-tu, je me demande, là, comment Valade a pu continuer à tenir son école dans ces circonstances? Installe-toi, poursuivons notre étude. Ah! C'est l'avocat de ton père, il m'a demandé un rendez-vous. Entrez! Bonjour, M. Valade. C'est de sa bonne heure? Bonjour, je vous attendais, M. Forget. J'imagine que vous désirez constater les progrès de votre fils et veiller à la poursuite de son éducation. Dis à ton papa la déclamation que nous préparons. Le début seulement. Parlons affectueux. Dans ce calme de la nuit où toutes les passions se taisent, un cri s'élève au fond de mon cœur. Ce cri est excité par la religion, source de toute vertu. C'est la voix de l'amour et de la reconnaissance. Parfait, mon enfant. Tu peux t'asseoir. Hey, c'est bien beau, mon gars. Mais M. Valade, moi, je suis ici pour vous dire qu'il ne pourra pas continuer. Mais voyons, M. Forget, votre enfant annonce des dispositions pour l'étude, et même, j'ajouterais, pour des études supérieures. Oui, je comprends, mais j'en ai besoin sans tête. Son frère Menot s'en va faire ses chantiers. Ses oncles vont l'initier. Il est costaud, puis il est bien partant. Mais n'y a-t-il pas moyen de faire autrement, M. Forget? Je ne sais pas, ne pouvez-vous pas essayer de reculer cela d'au moins une année? Je vois pas comment je pourrais faire ça. Ça fait des semaines qu'il parle juste de ça, puis qu'il lèche le fil de sa hache. Bon, écoutez-moi. Une société a certes besoin de la hache, mais aussi et surtout de tête pensante. Votre fils doit continuer. C'est l'espoir. C'est l'avenir. Votre avenir. Ouais. L'éducation développe l'intelligence, donne du nerf à la pensée, grandit l'imagination, nourrit le jugement, cultive le cœur et exerce les ressorts de la logique. Je sais pas comment je vais dire ça à Menot, mais c'est ma femme qui va être contente. Menot reste sur la terre, puis petit Georges va à l'école. Ben, ça donne. Ça donne. Merci, papa. Vous vivement, vous le regretterez pas. Ouais, je suis bien content, mon gars. Ben, écoutez, écoute, la jument est impatiente, on va y aller. Moi, quand je serai grand, je serai un maître d'école, comme M. Valade. Je vais tout savoir. J'ai donc bien fait d'écouter M. Valade. Mon Menot, il a fait ses chantiers, puis il est devenu maître draveur. Puis petit Georges, lui, ben, il a continué ses études, puis il est rendu au Grand Séminaire de Québec. Je suis bien content. Il a été un bon exemple pour nous tous, à commencer par sa société de tempérance. Ah, puis les beaux chants à l'église. Moi, avoir M. Valade comme maître chantre, ben, il disait ça, le grand monde, là, ça m'a enchanté. Nous étions d'opinion contraire, mais je respectais l'homme. Par la ténacité qu'il avait pour défendre ses idées et sa façon qu'il avait d'écrire. Ses écrits dans la Minerve, dans le Canadien français et l'Ami du peuple. Quel style, quelle élégance, quoique un peu longuet. C'était un confrère notaire très apprécié, auquel j'ai adoré annexer mon nom dans de nombreux actes notariés. J'ai longtemps pensé que c'était M. Valade qui avait dénoncé nos maris. Mais c'est à cause qu'il avait signé le serment d'obéissance.
Puis ceux qui signaient, il fallait qu'ils dénoncent. Comme bien d'autres. Fait que non, M. Valade, son cœur, il est resté fidèle aux patriotes. J'ai entonné le Haut-Canada de Georges-Étienne Cartier lors de la fondation de la section Terrebonne de la Société Saint-Jean-Baptiste. J'ai d'ailleurs ici un article de Valade dans la Minerve faisant état de cette fondation et dont il fut l'un des promoteurs. Et foi de François Croiteux, que j'en suis donc fier. Un passage de l'article que j'ai particulièrement retenu est celui-ci. Je me fais un devoir de vous dire sincèrement l'enthousiasme de mes concitoyens à célébrer religieusement la fête du pays et leur zèle empressé de s'enrôler sous les bannières de la société mère afin de transmettre à leurs fils une institution qui a pour base de garder intacte leur religion et leur nationalité. Deux clés tellement identiques l'une à l'autre que, sans la religion, le catholicisme entendu, il ne se trouverait plus avant quelques demi-siècles de peuple canadien. Et ce peuple ne tarderait pas à se noyer dans les flots de l'immigration étrangère. Terrebonne a vu avec joie naître le soleil de la Saint-Jean-Baptiste. Valade relate qu'on s'est réunis dans l'île. Il termine son article ici. Et l'hymne « Vive la Canadienne » termina l'intéressante fête nationale, religieuse et patriotique. Ce fut l'apothéose de la journée. Vive la Canadienne, vole mon cœur vole. Vive la Canadienne, et ses jolis yeux doux, et ses jolis yeux doux, doudou, et ses jolis yeux doux, et ses jolis yeux doux, doudou, et ses jolis yeux doux. Nous l'amenons ton noce, vole mon cœur vole. Nous l'amenons ton noce, de présence à Terrebonne, François-Xavier Valade a été au cœur de toutes les activités sociales, religieuses, politiques et bien entendu en éducation. Surtout en éducation. Mais je sais pas pour toi, moi ça m'a fait tout drôle lire Terrebonne ne me plaît plus. Pourquoi? Oh, oui, moi aussi, j'ai trouvé ça tellement décevant. Et on sait que ce n'est pas parce qu'il détestait Terrebonne, mais vraiment des horizons sont ouverts à lui ailleurs. Ça me rappelle. Attends. Tu sais, dans le document de Madame Bergeron, la Société d'histoire de Longueuil, attends que je le retrouve.
J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. OK. Alors, bien sûr, Terrebonne ne me plaît plus. Mais la riche paroisse de Longueuil m'offre une nouvelle carrière. Je m'y lance à cœur joie. Longueuil devient mon nouveau pays adoptif. J'y suis heureux. Sans être prophète, j'y mourrai. Et il n'a jamais, d'ailleurs, jamais coupé les ponts avec Terrebonne. Nous avons la lettre qu'il a envoyée à Sophie Masson pour preuve. Oui, c'était en quelle année déjà, Robert? En 1863, Marie. Toujours en train d'écrire, François, j'ai appelé mon nom. Pour moi, il est essentiel de laisser à la postérité un témoignage vivant. D'ailleurs, je pensais justement à toi, Éphise, en transcrivant la lettre écrite à Mme Masson il y a quelques années. Tu te rappelles? Je me rappelle de nos rares visites chez Mme Masson. Oh, quelle splendeur son manoir! Et la chapelle où nous avions prié. Oh, mais de quelle lettre me parles-tu, mon chéri? Attends, je dirais qu'à votre nom, madame, se trouve attaché, ou plutôt identifié, celui du regretté M. Masson, le bienfaiteur de tant de familles. Je ne puis oublier non plus que j'ai formé une partie de la jeunesse de messieurs vos fils, dont l'un figure avec avantage dans la plus haute législature de la province. C'est pour moi une belle réminiscence que celle de l'éducation de vos fils. Oui, l'éducation et l'instruction, tout à la fois d'un jeune homme bien né et pour le cœur du vieil instituteur, ce qu'est au palais une suave liqueur. Oui, je me rappelle maintenant. Mais tu travailles trop, voyons. François-Xavier, tu tiens ta classe à l'école modèle, tu parcours plusieurs comtés comme inspecteur, tu parfais ton guide de l'enseignement, tu t'impliques à la paroisse, tu donnes des discours à l'association culturelle et ton ami, le surintendant de l'éducation, Jean-Baptiste Meyer, t'en demande beaucoup. Te voilà maintenant rédacteur de tes mémoires. Sans compter que tu t'intéresseras toujours à la politique. Tu sais, fils, pour moi, il m'importera toujours de prendre part au débat. Je suis un libéral, mais aussi un républicain, et le serai toujours. L'éducation gratuite pour tous, j'en ferai constamment la promotion. C'est ma mission. Je l'ai dit et le maintiendrai toujours. L'éducation est garante de l'avenir d'un peuple et assure sa prospérité. Jamais une messe aurait été si populaire. J'en déduis que vous avez apprécié. Ouais. On en est très fiers. Merci beaucoup.